yo isi ya imambwe mwana ya imambwe o mama yo isi ya imambwe si matita baiti vandiki mbongo o mama yo o mama yo kasi beto zengaka baiti nyonso o mama yo o mama yo mamu nyonso na voila ya ikaka mbongo o mama yo o mama yo tonton pesa munu mbongo o mama yo. Merci à tous pour vos messages. Vous l'aurez compris, donc aujourd'hui, dans le JDA, la crise économique au Congo, quelle est la profondeur de la crise? À quelles mesures doivent s'attendre les Congolais? Peut-on parler d'un État en faillite? Pour répondre à vos questions, nous sommes en compagnie de Noël Magloire-Ndoba. Noël Magloire-Ndoba, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour chers auditeurs. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes économiste, on dirait même économiste citoyen. Économiste citoyen pour la casquette que j'ai aujourd'hui. Je suis économiste universitaire. Et économiste citoyen, c'est comme lui-même, John Maynard Keynes à l'époque et bien d'autres, quand ils allaient dans la cité, comme d'ailleurs Bernard Maris ici en France, quand ils interviennent dans la cité, c'est-à-dire à travers la presse notamment, écrite ou parlée en l'occurrence, on essaie, dans notre devoir bien sûr, c'est une sorte de mission, d'expliquer à la fois les mécanismes économiques, mais aussi de proposer des alternatives éventuellement quand on pense que l'analyse économique, selon telle ou telle école de pensée bien sûr, peut permettre de trouver des solutions concrètes. Vous êtes une école économique qui tend à disparaître malheureusement. Non, ça dépend de laquelle vous pensez pouvoir identifier dans mes propos, mais l'école économique à laquelle j'appartiens, c'est la tradition de l'analyse institutionnaliste, avec des fondateurs comme Gunnar Myrdal, dans les années 70 notamment, enfin il avait été le plus grand dans les années 30 autant que 15 d'une certaine manière, et ayant beaucoup travaillé sur les inégalités, sur les questions du développement, les stratégies de développement. Il a eu le prix Nobel en 1974, et cette tradition, c'est celle qu'incarnait également ici François Pérou en France, toute une tradition qui analyse des problèmes de structure, le rôle des institutions, c'est pour cela qu'on s'intéresse à la gouvernance, étant entendu bien sûr que l'économie n'est pas seulement qu'une affaire d'offres et de demandes, de comportement rationnel, microéconomique, etc. Bien sûr, tout cela à prendre en compte. Merci. Et vous l'aurez compris, chers auditeurs, vous avez en studio un spécialiste. N'hésitez pas à nous appeler pour poser à Noël, excusez-moi, à Noël Magloire-Ndoba toutes vos questions. Alors justement, on a une première question d'un auditeur, Noël Magloire, sur la page Facebook. C'est Sana El Bongo qui dit « Madame ou Monsieur les experts », je crois qu'il s'adresse à vous, donc, comment le Congo s'est-il donc retrouvé dans cette crise sans pareil? Une explication, Noël Magloire-Ndoba. Ouais, une crise sans pareil, mais vous permettez que je dise d'abord qu'il faut vraiment féliciter la presse qui a été à la hauteur. Pour les économistes, c'est une très bonne chose que d'avoir les faits. Et les faits, il y a le mensonge aussi chez les économistes. Parfois les faits sont brouillés. Il faut des faits bien mesurés. Et en l'occurrence, un chiffre qui a été donné grâce à un travail d'investigation de la presse. Vous soulignez nos confrères de Radio France Internationale, voilà, bien sûr. Vous allez parler de la dette, j'imagine. Merci bien, je veux parler de la dette. Et le Fonds monétaire international, donc institution internationale dont on connaît l'importance, sur laquelle nous reviendrons, a eu à reconnaître ou à avouer qu'il en était effectivement ainsi. C'est la réalité. C'est-à-dire que l'État congolais a déclaré en mars dernier au FMI avoir à peu près 70-77% de taux d'endettement. Il s'est révélé que ce taux d'endettement atteint les 117%. Oui, c'est cela. Par rapport au PIB, c'est-à-dire le pourcentage de la dette par rapport au produit intérieur brut. Et ce taux a été largement minoré. Et c'est bien de parler de dette cachée. Alors comment on arrive à ces 117%? D'où viennent ces 117% de déficit? Du côté du chef de l'État congolais, on argue la chute du prix du baril de pétrole. Bon, il faut peut-être
bien dire que face à des faits tels que ceux-là, avec un scandale qui est ainsi révélé, ce qu'on appelle la dette cachée, ce type de scandale, dans le cas du Congo, c'est une répétition. M. Sassou Nguesso avait exercé le pouvoir au Congo de 79 à 97. Il est revenu en 97 dans des circonstances que l'on connaît, et depuis 20 ans, en octobre prochain, cela fera exactement 20 ans qu'il est là. Et un économiste, un bon économiste comme pour parler des bons journalistes que j'ai félicités, y compris vous qui permettez le débat aujourd'hui, les bons économistes devraient dire une chose aujourd'hui au président ou au chef de l'État du Congo aujourd'hui, c'est que Monsieur le Président, Monsieur le chef de l'État, on n'a pas de choix, il faut démissionner. Il faut démissionner parce que... Il a... Noël Magloire, s'il vous plaît. Ces 117%, c'est constitué quoi? C'est des emprunts, c'est la baisse des recettes. Comment l'État congolais a dilapidé, c'est peut-être pas le mot, tout cet argent? L'État congolais a, comme tout État, des besoins de financement. Les besoins de financement sont exprimés à travers le budget, chaque année. Et depuis 1997, les besoins de financement ont été dans un premier temps des besoins dont on pouvait comprendre l'importance en termes de sécurisation, en termes de stabilisation du pays. Il y a eu une démarche telle que le Congo a obtenu en 2010 un accord avec le Fonds monétaire international pour signer l'initiative pour les pays pauvres très endettés. À ce titre, effectivement, je passe outre les détails, mais il y a eu une réduction déjà de la dette du Congo. Quelques années après, cette réduction a été encore plus grande, ce qui a permis au Congo d'avoir des marges de manœuvre importantes. De 2003 à 2014, pendant la période du niveau du prix du baril les plus élevés qu'on ait jamais eu depuis au moins un demi-siècle, il y a eu effectivement beaucoup d'entrées de devises au Congo. Il y a eu des excédents budgétaires que le Congo a jugé utile, le gouvernement a jugé, avec M. Sassou, ont jugé utile de placer auprès de différentes banques, auprès de différentes institutions financières à l'étranger, et notamment en Chine. On parle de sources bien informées, on parle de 140 000 milliards de dollars placés en Chine entre 2003 et 2014 au titre des excédents budgétaires que le Congo avait connus. Or, ils sont où ces excédents budgétaires? Ces excédents budgétaires placés en Chine, c'est ça qui a posé problème, principalement, en dehors d'autres recettes budgétaires du Congo qui n'étaient pas signalées, notamment prenons le cas des recettes placées auprès des institutions financières chinoises, auprès des banques chinoises. Ces 140 000 milliards n'étaient pas connus des institutions du FMI, d'accord. D'où le gouffre entre les 77% et les 117% finalement. En partie, c'est ça la raison, parce que quand le FMI, souvenez-vous que le FMI est passé en septembre, le FMI est repassé en mars, et le ministre des Finances n'avait pas pu indiquer quoi que ce soit sur les transactions avec les institutions chinoises, notamment, y compris même au niveau du commerce avec les Chinois. Mais il y a également d'autres recettes qui sont masquées ou qui ont été cachées. C'est les ventes du prix du pétrole par certaines sociétés qui, autour de la SNPC, sont des sociétés essentiellement contrôlées par des plans... Mais quand vous dites des recettes, c'est que ces recettes ne vont pas dans le budget de l'État, puisqu'on se retrouve avec un État congolais qui porte déficitaire. Mais c'est des recettes escomptées, des recettes attendues, puisqu'il s'agit d'acteurs publics. La SNPC, c'est un acteur public. Quand elle a des revenus, ces revenus doivent entrer normalement dans les recettes de l'État. Mais ça ne fait jamais l'objet d'un débat au niveau de l'Assemblée telle qu'elle a fonctionné. Et tout cela donc échappait à toute logique institutionnelle. Je vous ai dit au départ que je suis de la tradition des économistes qui s'intéressent et qui travaillent beaucoup sur le fonctionnement des institutions, sur le rôle des institutions et donc la question de la gouvernance. De ce point de vue, dans nos traditions de la pensée économique et donc universitaire, on a un regard exigeant sur le rôle des institutions, sur leur fonctionnement. En l'occurrence, donc dans le cas du Congo, il y a eu des dysfonctionnements et c'est ce qu'on appelle en définitive la mauvaise gouvernance. Cette mauvaise gouvernance, illustrée ici par le fait qu'on
comme on l'a dit, il y a cet argent caché en Chine, ce sont des recettes publiques, il y a des recettes publiques qui tombent aussi dans les comprimés. Les transactions pétrolières et tout ça, et des recettes qui sont dilapidées. Je crois qu'on va passer à d'autres questions. On a compris à peu près, je crois que je sais pas ce que vous en pensez, Noël Magloire-Doba, mais globalement, on a compris que cette dette, donc, et d'une part, provient de la baisse des recettes en termes de chute de matières premières, mais aussi de dysfonctionnement, d'une mauvaise gouvernance qui a fait s'accumuler, en tout cas qui a fait perdre des recettes à l'État congolais. On va tout de suite, si vous voulez bien se diriger du côté du Standard, aller écouter Oumar, qui nous appelle depuis le Maryland. C'est aux États-Unis, je crois, mais j'en suis sûr même. Oumar, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à toute l'équipe de la GDA, et un petit bonjour à l'économiste qui vient de tout décrire ce que je peux dire en quelques mots. Bon, le problème est que le Congo n'a pas parvenu à exploiter vraiment l'atout que constituent ses ressources naturelles pour obtenir des performances socio-économiques robustes. Je crois que la forte dépendance à l'égard des hydrocarbures qui a bloqué l'économie, le développement, je m'excuse, parce que l'agriculture a été ignorée. Après mes analyses, parce que j'ai pour les 2 à 3 ans après sa ville, je suis un peu le Congo. Beaucoup de paysans au Congo. Le Congo, c'est un pays qui est vachement sur le plan des sols sous-sol. Bon, ce qui nous étonne aujourd'hui, parce que pourquoi le gouvernement a caché une partie de cette dette aujourd'hui qui a été prise par la FMI. C'est ça qui me paraît surprenant. Et secondo, je crois que pour sortir de la crise, le gouvernement doit investir sur le secteur agricole. Je crois qu'il doit aussi voir l'agriculture commerciale parce que ça sera une des solutions pour le coco. Parce que là, Brazzaville et le Pointe-Nord Brazzaville, il n'y a pratiquement pas les autochtones qui s'occupent du commerce. C'est pratiquement tous les expatriés qui déterminent le monopole économique. Je ne sais pas si ça sera aussi une des causes de la crise actuelle. Mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, Oumar, de votre intervention. Restez à l'écoute. Moi, j'ai une question, Noël Magloire-Doba, une réponse courte, s'il vous plaît, Noël Magloire. Est-ce que le FMI peut sanctionner le Congo pour lui avoir caché une partie de sa dette ? Je ne pense pas qu'il y ait une règle de ce type, mais cela, c'est un aléa moral, comme diraient les économistes, enfin en matière financière. Là, sur le plan de la crédibilité, le Congo comme acteur n'est plus du tout crédible sur les marchés internationaux. Vous savez, là, nous ne parlons que de la dette publique. Il se sanctionne lui-même, finalement. Voilà, là, on parle que de la dette publique, mais il y a aussi la dette privée. La dette privée, bon, en gros, il y a même la dette intérieure. Hein. Les 120% dont nous parlons, c'est essentiellement la dette extérieure qui a été en partie cachée. Mais la dette intérieure, il faut bien l'évaluer, et là aussi, on peut craindre que, effectivement, beaucoup de choses soient masquées, soient cachées. Mais en réalité, d'une certaine manière, l'acteur financier État Congo, aujourd'hui, n'est plus crédible. Notamment, vous savez qu'il y a d'autres affaires qui attendent le Congo. Il y a un créancier du Congo qui a eu à gagner son procès auprès des tribunaux américains et britanniques, comme Sempetz. Ils appellent les fonds vautours aussi. Ce créancier ne fait pas partie des fonds vautours. Oui, mais il a un titre de créance sur le Congo. Oui, bien sûr, oui. Effectivement, c'est un acteur privé qui exerce ses droits. Et là aussi, c'est une affaire qui est pendante, puisque le Congo, le gouvernement de M. Sassou a réussi par ses lobbies à obtenir que le jugement ne soit pas exécuté pour le moment. Et peut-être que c'est sur cela que le gouvernement et M. Sassou comptent aujourd'hui pour espérer qu'ils auront des ressources. Mais en fin de compte, on verra les perspectives, on en reparlera tout à l'heure. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un scandale, c'est un mensonge d'État. Qui décrédibilise totalement la signature de l'État congolais auprès de tous les partenaires et dans les transactions financières. Voilà. C'est très clair. Restez à l'écoute, Noël Magloire-Doba. Avant d'écouter Germain au Standard, je vous lis quelques messages
sur la page Facebook de l'émission. Il y a Christian depuis Djamena qui dit que quand un pays est au bord de la faillite avec 117% d'endettement, comment faire pour redresser l'économie sous cette crise mondiale, hein. L'État congolais aussi, le président de Sassou Nguesso a évoqué aussi cette crise financière mondiale de commencer. En 2008, Christian propose la réduction peut-être des salaires des fonctionnaires permettra de sauver l'économie. Ce serait très difficile de redresser. Amad Diadier, conséquence pour Amat, hein, c'est la conséquence de la gouvernance de ce genre de régime dépassé. Et Camiloté nous dit, le Congo ne peut pas sortir de la crise tant que les responsables de cette crise sont toujours aux commandes. Il faut du changement à la tête de l'État. Germain, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Germain, merci de votre patience. On vous écoute sur cette crise économique qui touche le Congo. Craignez-vous que des mesures drastiques soient prises? Il n'y a pas que les mesures drastiques. Je voulais d'abord dire bonjour à ma soeur, qui certainement me reconnaîtra. Je veux lui rappeler pour l'histoire que nous avons été au lycée Victor gagnant à l'époque, entre 71 et 74. Nous étions à l'origine, vous-même. Ah, mais Germain, c'est la ligne a coupé brutalement. Bon, on va peut-être essayer de rappeler Germain. Avant cela, on écoute Ruffin. Ruffin, bonjour. Oui, bonjour Madame Saman. Bonjour Monsieur Ruffin, bienvenue dans le JDR, on vous écoute. Merci. Je voudrais dire par rapport à ce que Monsieur l'économiste nous a relaté tout à l'heure. Donc ça veut dire que le FMI ne connaît pas tout ça, que M. Sassou a caché des sous, c'est pas en Chine et tout, donc le FMI avec tous ces économistes-là, qui sont les grands économistes au monde, donc ne le savaient pas depuis des années. Donc ils veulent nous faire croire que non, c'est aujourd'hui qu'ils ont découvert que ce monsieur-là, ce dictateur-là, qu'ils soutiennent depuis des années parce que c'est leur deal, ils ont des deals avec des dictateurs. Le FMI soutient des dictateurs. Moi, ça n'étonne pas quand vous dites que le FMI est complice. Il faut dire les choses comme elles sont. Le FMI est complice de tous ces dictateurs qui le soutiennent là, parce que le monsieur dit qu'on ne peut pas sanctionner le Congo quand vous lui avez posé la question d'affaires. Pourquoi? Il n'y a pas d'aléa moral. Finalement, si on entend, si on comprend bien Noël Magloire, Doba, c'est que la moralité, le FMI fait peu de cas des questions morales, on est bien d'accord. Une question d'éthique, mais l'incidence est dans l'appréciation du Congo aujourd'hui. Voilà. Vous savez que toutes les agences de notation ont diminué, ont baissé la note du Congo. Autrement dit, le Congo ne peut plus emprunter aujourd'hui sur le marché financier international. Alors, la question de Ruffin, c'est est-ce que selon vous, le FMI, les institutions françaises internationales, d'autres pays, par exemple, des partenaires aussi, ont des responsabilités dans cette mauvaise gouvernance? On peut évoquer le rôle des banques aussi, qui laissent circuler l'argent, qui laissent sortir l'argent du Congo. Est-ce que finalement, ces acteurs-là n'ont pas une co-responsabilité? Mais l'argent qui sort du Congo, il y a beaucoup d'opacité au Congo dans le régime actuel. Il n'y a pas de transparence dans la gestion financière. Les institutions sont, les Congolais le savent, aux mains d'un clan. Et ce clan fonctionne en considérant sans doute que, bon, évidemment c'est la logique du patrimonialisme, hein, on a mis main basse sur les ressources et sur les institutions, et on traite à titre personnel, alors qu'on doit traiter selon des règles qui sont les règles de l'État. Je vous parlais d'institutions au départ, et c'est des bases très importantes qu'il faut considérer. Alors, donc, en l'espèce, on est dans une situation où malheureusement, il faut bien parler d'État voyou. Alors, oui. Justement, on va avancer un petit peu parce qu'il nous reste 10 minutes. Je crois qu'on a retrouvé Germain, mais il faut que j'attende avant de pouvoir le reprendre. Je vais juste poser peut-être une question rapide. Ça, c'était Ruffin qui a raccroché. Pardon, Ruffin, merci Ruffin. Une question rapide sur. On parle de plan du FMI qui sera mis en place avant le dernier trimestre, dans les mois à venir, donc, dans les semaines à venir même. À quoi doivent s'attendre les. On peut imaginer, hein, j'imagine que vous connaissez bien comment fonctionne le FMI, à quelles recettes doivent s'attendre les Congolais, quels sacrifices le FMI risque de demander à l'État congolais. Oui, rappelons que Madame la directrice générale du FMI a rencontré les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale en décembre dernier à Yaoundé, et qu'il était convenu que l'ensemble de ces pays
prenne des dispositions pour appliquer des mesures de redressement, d'ajustement budgétaire, en l'occurrence pour éviter des mesures de redressement, d'ajustement monétaire qui pourraient éventuellement déboucher sur une dévaluation du franc CFA. Enfin, ça c'est un débat que nous avons ici et qu'on pourrait reprendre. Cependant, Monsieur Sassou s'était présenté à l'époque comme celui qui était au-dessus de tout soupçon. Et on lui avait même donné à cette occasion le rôle d'être coordonnateur de ce plan pour l'ensemble de la sous-région. Mais maintenant qu'on découvre qu'il avait caché une partie de la dette, donc là il est en flagrant délit. Et dans ces conditions, M. Sassou, pour le Congo, hélas, n'est plus crédible. Et donc, en l'occurrence... Les mesures, quelles seront les mesures d'après vous? Les mesures, il y a une principale mesure que vos auditeurs sont en train d'évoquer, je l'ai dit d'entrée du jeu, il faut prendre les choses très au sérieux. Le Congo a connu des mesures d'ajustement structurel déjà dans les années 80, et qui étaient pires que dans les autres pays d'Afrique centrale. C'est-à-dire on dégraisse les secteurs de l'éducation, de la santé. Non, je vais vous le préciser. En 89, le Congo signe avec le Fonds monétaire international ce qu'ils appellent un accord pour un programme d'ajustement structurel renforcé. Moi, je me souviens, j'étais le plus jeune chef de département de l'université à l'époque. Nous avons travaillé un peu sur cela. Et dans une certaine mesure, les dispositions qui avaient été arrêtées à l'époque, c'est celles qui vont être reconduites et qu'on pratique déjà dans certains pays, un peu soft d'ailleurs, au Tchad. Qui sont qui sont notamment la réduction des salaires dans la fonction publique, la réduction même des effectifs dans la fonction publique, mais des réductions drastiques qui peuvent aller du simple au double. On réduit de moitié les salaires, on réduit les effectifs dans la fonction publique, on privatise, puisque la privatisation est supposée rapporter des recettes à l'État qui peuvent être utilisées pour assainir le budget, mais ces privatisations peuvent poser d'autant plus de problèmes dans le cas du Congo que l'un de vos auditeurs venait de vous dire que le problème du secteur privé au Congo aujourd'hui, c'est que pour l'essentiel, même dans les activités comme le commerce et les services, c'est tenu par des étrangers qui sont beaucoup, en partie des Ouest-Africains, d'autres des Chinois et très peu de Congolais. Et quand c'est des Congolais, on constate, d'après diverses enquêtes, qu'ils sont liés généralement au clan au pouvoir. Alors, donc, même la privatisation ne pourra pas donner autre chose, effectivement, parce que les comportements n'auront pas changé. Hier est sortie une note du patronat congolais, Unicongo. Et cette note, un texte signé par M. Barros, qui est le patron du patronat congolais, qui constate et qui dénonce le fait que le secteur privé formel, c'est-à-dire les entreprises reconnues, qui paient des impôts, etc., sont harcelés par des policiers et puis par la sécurité d'État, qui vont chercher à prélever on ne sait quel impôt, des taxes qui raquettent en réalité. Alors vous voyez que, est-ce que quelqu'un peut investir encore dans un pays de ce type? Merci Noël Magloire. On va rester à l'écoute, on va retrouver, le temps passe vite, il nous reste 5 minutes dans cette émission et on va retrouver Germain. Germain, rebonjour. Bonjour madame, oui, bonjour. Allons-y Germain, parlons de l'économie du Congo. Qu'est-ce que vous craignez ces mesures que vient de détailler Noël Magloire? Souffrez madame que je dise déjà bonjour à Magloire, qui est certainement, de par ma voix, devrait pouvoir me reconnaître. Merci, merci. Nous avons été au lycée à l'époque ensemble. Et nous avons eu à l'époque à mener des grèves. Souffrez Germain que mon chronomètre économique. Germain, maintenant voilà. Oui. Maintenant pour revenir à l'économie, mais je ne sais pas est-ce que c'est une malédiction pour le Congo ou pas, je ne comprends pas. C'est toujours ces mêmes personnes qui ont mené à l'époque le pays à l'hécatombe qui sont là et ils y restent. Mon cher Magloire, mais est-ce qu'on peut récupérer au moins les fonds que M. Sassou Nguesso a caché en Chine? Est-ce qu'au moins ça c'est récupérable? Pour le moment c'est la seule question, on aura l'occasion d'en discuter autrement, puisque j'aurai l'occasion de vous m'entretenir avec vous quand on sera beaucoup plus à l'aise. Si vous voulez Germain, merci beaucoup Germain, je donnerai votre numéro à Magloire. Merci. Est-ce qu'on peut récupérer ce qui est caché en Chine? On parle de l'affaire Yamalaki, on n'a pas prononcé l'expression. Les données sont telles qu'aujourd'hui, la Chine
est membre du Fonds monétaire international et depuis novembre 2016, le yuan chinois fait partie des monnaies de référence des droits du FMI au titre des droits des tirages spéciaux. Et la Chine tient à ce que ces transactions financières se fassent selon les règles de l'art en l'occurrence de la finance internationale et donc des règlements du Fonds monétaire international. C'est pour cela que les Chinois mettent la main sur toutes les ressources qui sont placées actuellement au Congo pour le paiement de la dette. Ils prennent leur argent parce qu'on leur doit. Parce que le Congo a emprunté beaucoup d'argent aussi auprès de la Chine. Emprunté beaucoup d'argent auprès de la Chine, bien sûr, et tout cela. On dit même que la Chine ne veut plus donner. Et la Chine ne veut plus donner, d'une part, et la Chine prend ce qu'elle trouve sur les comptes. Et donc, c'est dans cette logique-là. Je crois qu'il faut bien dire. Oui, donc finalement, les recettes, ce que vous expliquez tout à l'heure sur les milliards qui sont sortis, qui ont été placés en Chine, oui. Finalement, ces recettes ont surtout servi à payer la dette. Les dettes que l'État avait envers ce partenaire. Oui, en ce moment, ça sert à payer les dettes, et en ce moment, ça ne peut pas, le Congo ne peut plus avoir de ressources. Les mesures qui seront prises, M. Sassou a fait un discours dans lequel il parle de dignité. Je crois vraiment que un économiste sérieux peut expliquer à M. Sassou Nguesso qu'il faut démissionner. Je crois que la communauté internationale également peuvent expliquer, parce que le fonctionnement de la zone franc va être perturbé par la situation créée par M. Sassou au Congo. M. Macron et le gouvernement français, leur politique par rapport à l'Afrique, même en tentant d'éviter la dévaluation, ils seront obligés de prendre des mesures strictes. Parce qu'il y a l'Allemagne dans l'Union européenne, parce qu'il y a l'Allemagne qui veut un bon fonctionnement de la zone euro, parce que le franc est... rattaché, le franc CFA est rattaché à l'euro. Alors justement, il y a M. Fiaka, on n'a peut-être pas le temps de le prendre, qui se demande... M. Fiaka, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour M. Fiaka. Allez-y, posez votre question pour que Noël Magloire... Est-ce que le problème du Congo et de tous nos pays africains n'est pas lié quelque part au franc CFA? Parce que si je vois le pays de Kadhafi, qui avait que le pétrole comme ressource, et le Qatar et autres, ils s'en sortent, et que le Congo, ça fait plus de 50 ans, c'est toujours le même problème. La gouvernance n'était pas la même en Libye, M. Fiaka, ce que disait tout à l'heure Noël Magloire. Je dis la gouvernance, Noël Magloire Doba parle de la gouvernance, elle n'était pas la même en Libye. En Libye, on n'a peut-être pas géré le pétrole de la même façon. Allô? Alors oui, effectivement, M. Fiaka, sa radio a d'allumer, donc il doit avoir peut-être un son bizarre dans son téléphone. Oui, il n'a pas lu qu'elle n'aurait pas le standard. Oui, je peux dire à M. Fiaka que la question est-ce que le franc CFA est responsable? Non, le franc CFA, ce n'est pas en soi le problème. C'est un autre problème au sens de... est-ce que si on a une monnaie nationale ou même une monnaie sous-régionale, est-ce qu'on peut mieux s'en sortir? Bon, ça c'est un débat qu'on peut avoir à d'autres moments. Mais ici, il est évident que un pays comme le Cameroun s'en est mieux sorti que le Congo par rapport en termes de croissance, en termes de niveau de vie, etc. Bon, je vous prends quelques exemples. En 2014, M. Sassou dit que la crise a commencé en 2014. Effectivement, la chute du prix des paroles commence en 2014. Mais voilà une situation qu'on a en 2014. Vous connaissez l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance, c'est un indice qui est intéressant. Mais le Sénégal, en termes de gouvernance, se situe au 9e rang sur 52 pays africains. Le Sénégal, qui a le franc CFA également, 59e. Le Burkina Faso est 21e. Et le Congo est relégué au 4e. Le franc CFA n'est en rien responsable de la mauvaise gouvernance au Congo, c'est ce que... vous êtes en train de nous dire, Noël Magloire. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je peux même... on aura l'occasion pour dire que le niveau de vie des Congolais a été très très bas. Le seuil de pauvreté au Congo est... Et on doit s'attendre au pire, j'imagine, avec des mesures telles que vous avez... Mais voilà, c'est cela. On arrive à la fin de cette émission. On n'a pas le temps de prendre Abdel de Montréal, que je salue fortement, qui demandait est-ce qu'on connaît les dépenses de l'État. Je voulais vous donner cette information. Dans son allocution, le président Denis Sassou Nguesso recommande en premier lieu, pour sortir le Congo de la crise, de renouer avec les valeurs fondamentales que sont le travail, l'innovation, l'acceptation des réformes, la compétitivité et la rationalité. Je laisse ça à votre réflexion. Merci beaucoup, Noël Magloire Doba, d'être venu nous voir. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de contribuer à une réflexion dont je dis que
à la fois la valeur d'unité et d'autres doivent nous inciter à comprendre que la société civile demandera cela de plus en plus. Monsieur Sassou peut démissionner pour libérer le Congo. Il aura sans doute du mérite à faire cela. Merci beaucoup Noël Magloire-Doba. Espérons que le message soit passé. On se donne rendez-vous demain, chers auditeurs, vendredi, pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs. Donc ce sera bien sûr la libre antenne. On pourra revenir sur cette situation au Congo. Pour vous inscrire, jda@africa1.com ou le répondeur. Il y avait un certain Zoro à Pointe-Noire avec un orchestre. Les Touko. Batata ba mama mumeku babote mambo ya tribalisme ya kelembote ve Congo Congo ya mutu mosive Congo Congo ya mutu mosive Moto ni moto lenda vanda mfumo ya Congo Isifi ya ni vanda mtu ya Congo populaire